Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je parle pas trop fort. Très content, premier vlog que je viens de me réveiller. C'est dur, très dur, très dur, très très dur. Enfin, je me fais un café, comme tous les matins. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu, je me lève tôt, j'ai décidé de faire une routine en fait, de me mettre dans une routine. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer cette histoire de routine et pour vous expliquer un petit peu plus longuement ce que je fais ou autre. En gros, là je me lève à 8 h. Le truc c'est qu'après je vais méditer là tout de suite. Je fais un truc complètement inutile en ce moment. C'est-à-dire que je me lève, je fais mon café, je le fais très chaud et je vais méditer après pendant 15 minutes. Sachant que je pourrais très bien le faire après, enfin, je sais pas. Je fais des trucs des fois. Ça sert vraiment à rien. Bref, brûlant quoi. Je me brûle de ouf quoi. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Tu vois. Je viens de finir la méditation. Franchement, pouvoir méditer, pouvoir se poser comme ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment important. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Là, je vais attaquer un deuxième travail ça s'appelle le Memento Mori. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça provient de la Grèce antique. Les stoïciens utilisaient beaucoup ce travail-là, cet exercice-là, qui consiste en fait à méditer sur la mort. Souviens-toi que tu peux mourir, souviens-toi que tu vas mourir. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de mourir, pas du tout. Ça veut juste dire que on se prépare à la mort, dans le sens où si la mort te paraît aujourd'hui insupportable, et ben si tu arrives à faire en sorte qu'elle le devienne, tu auras plus de facilité à accepter les choses de la vie. En gros, l'exercice, si vous voulez, ça va être de tous les jours méditer sur la mort, admettons. Imaginez-vous que vous allez mourir ce soir, vous allez mourir demain. Comment vous vivriez votre journée? Imaginez-vous que vous allez mourir ce soir. Et en gros, le but, ça va être d'écrire, en fait, vos regrets, d'écrire ce que vous avez envie de faire, vous faire une sorte de to-do list à travers ce memento mori, donc à travers cette façon de voir, comme si vous allez mourir ce soir. Ça permet en fait de beaucoup plus apprécier les choses de la vie, parce que on a tendance à être vachement focalisé sur nos possessions, sur ce qu'on a, sur ce qu'on veut, sans jamais être focalisé sur ce qu'on a déjà, en fait, et apprécier ce qu'on a déjà. Donc ça c'est important. Au niveau du memento mori, ça a été créé dans la Grèce antique. Tu avais un esclave qui levait un drapeau lorsque tu avais un grand général romain qui gagnait ses guerres et qui avait écrit memento mori en disant rappelle-toi de la mort, pour te dire en gros que aujourd'hui tu gagnes mais demain tout peut être différent. La deuxième chose aussi, par exemple, les pirates. Vous savez, les pirates, le drapeau de pirates qu'il y a sur ces grands navires à l'époque, c'était un petit peu leur memento mori aussi. S'ils avaient fait cette tête de mort en haut de leur drapeau, c'était justement pour se dire que la mort arrive et pour eux aussi se rappeler de la mort et que chaque jour est unique. Alors, ça nous permet d'appréhender la mort beaucoup plus facilement. C'est vrai que on est quand même dans une société où on diabolise la mort. Déjà le mot mort, moi j'aime pas trop, mais ça nous permet de voir la vie différemment et de beaucoup plus profiter. Donc moi c'est ce que je fais tous les matins. Voilà, j'écris sur mon cahier mon memento mori. Si je mourais ce soir, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis fier? Un mot d'amour, un mot de gratitude pour la vie en fait. Ça me permet d'avoir ça. C'est mon travail personnel, ça m'aide beaucoup. Si ça vous aide, tant mieux. En tout cas, c'est important de travailler là-dessus. Donc, il faut que je vous parle de mon nouveau pote, Marcus. Vous connaissez pas encore Marcus, je vais vous expliquer qui c'est. En gros, Marcus, ben voilà, c'est lui, Marcus. Voilà, ça c'est Marcus, il est magnifique. Voilà, regardez-moi ça, de toute beauté. Voilà, Marcus c'est mon bonsaï. Pourquoi je me suis acheté un bonsaï? Tout simplement pour une thérapie. En gros, j'ai jamais eu de plantes. J'ai déjà eu des plantes, mais je les fais mourir. Je m'en foutais. Et du coup, j'ai décidé, de par ma routine en ce moment, de prendre une plante et de m'en occuper comme si c'était moi. De m'en occuper comme si c'était mon enfant. Comme si c'était mon moi enfant. Tu vois, qui va justement me permettre de pouvoir prendre soin de quelqu'un, prendre soin de quelque chose, qui essaie de l'entretenir, mettre vraiment de l'amour. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé de donner mon amour à une plante. Alors pourquoi Marcus? En hommage à Marc Aurèle, le célèbre empereur stoïcien qui fut partie des 5 bons empereurs. Je te parle de ça, c'est dans 180 après Jésus-Christ.
Et j'en parlerai dans d'autres vidéos aussi de Marc Aurèle, tout ça c'est gros impact dans ma vie, énorme impact dans ma vie. Et donc voilà, je vais prendre soin de Marcus, qui s'est réincarné en plante. Euh, voilà, voilà, tout simplement. Je suis content. D'ailleurs, au passage, si quelqu'un sait comment on s'occupe d'un bonsaï, je suis preneur. Je suis pas botaniste, mais moi je lui arrose les feuilles. Je sais qu'il faut mettre un demi-verre d'eau par la taille. Voilà. Si vous avez des conseils sur le sujet, mettez-les-moi en commentaire parce que je suis novice sur le terrain là. Donc je vous explique un petit peu en général ce que je fais, comment se passent mes journées. Donc je me lève, méditation, ensuite memento mori. Ensuite là je vais passer du temps pour lire et tout ça j'évite de regarder mon téléphone. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré que quand on se lève, la première information qu'on va voir va impacter notre journée. Et on peut savoir à quel point les réseaux sociaux c'est ultra nocif. Donc en fait je préfère tout simplement ne pas regarder mon téléphone de peur d'avoir de mauvaises informations ou après être énervé pour la journée ou autre parce que bon ben voilà c'est des trucs bêtes, surtout qu'en plus on est de plus en plus accro au téléphone de par le fait qu'on travaille en ligne, voilà. Donc du coup je disais par rapport à la suite de la journée, donc peut-être piscine ou alors marcher, j'aime bien les marchés aussi, voilà, c'est une habitude que j'ai prise, il faut que je perde du poids donc je vais marcher, je vais à la salle de sport, tout ça. Ce que j'aime beaucoup c'est lorsque je vais marcher, pour moi c'est une méditation dans le sens où il y a les livres que je lis et il y a les livres que j'écoute. Donc il y en a qui vont écouter des podcasts, d'ailleurs si vous voulez écouter notre podcast, il n'y a pas de problème. Il y en a qui vont lire d'autres bouquins, il y en a qui vont faire plein de trucs. Moi j'aime bien quand je marche me mettre un livre avec, vous savez, audible dans les oreilles. Donc du coup ça me permet de lire deux livres en même temps et d'avoir... je trouve ça cool en fait. C'est un peu comme un podcast, sauf que c'est un peu plus chiant qu'un podcast. Mais je kiffe. En vrai je kiffe. Ensuite, sage-femme. Donc d'abord je rentre, douche, préparation, sage-femme, ensuite l'après-midi. Aujourd'hui on n'a pas grand chose de prévu, honnêtement. J'ai un appel à 17h30 pour un énorme projet, j'en parlerai à la fin de la vidéo. C'est un énorme projet qui me tient tellement à cœur, je vous en dirai plus quand j'aurai l'appel et que j'en saurai plus du coup, pour justement vous parler de ça. C'est de manière humanitaire, c'est un gros truc humanitaire qu'on est en train de préparer pour... voilà, alimenter notre communauté, faire en sorte d'apporter des vraies choses aussi concrètement pour les gens qui en ont réellement besoin. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je me lance aussi là-dedans avec Soso, ça va vraiment nous stimuler de manière différente. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Et enfin, dernière petite chose, comme vous savez j'ai écrit un livre qui sortira en avril, mars-avril à peu près. Et donc du coup je me mets directement sur l'écriture d'un deuxième livre. J'aime énormément écrire. C'est un livre que je sais va parler à beaucoup de gens, qui s'appelle Guérir l'impossible, qui va vraiment être... Enfin je suis trop fier de cet aboutissement là. Là pour le coup j'ai vraiment de la fierté personnelle. Et deuxième chose, c'est que là je vais me mettre sur l'écriture d'un deuxième livre qui sortira l'année prochaine ou l'année d'après, où vraiment on va travailler un truc profond. Je vous en dis pas plus, ça sera par rapport à l'ego, je vous en dis pas plus. Mais tous les jours, pensez à écrire ce que vous avez envie d'écrire aussi, ça fait du bien. Moi je kiffe. Tiens, je vais lire un passage dans mon livre que je trouve super intéressant, qui représente vachement bien la philosophie, et qui va peut-être vous aider à réfléchir différemment. Les problèmes de l'extérieur ne devraient pas poser de problème aux sages stoïciens, car ils ne sont pas sous son contrôle. Seule la réaction du sage à ces circonstances est contrôlable et, par conséquent, seules les réactions sont dignes de l'attention et de la culture du sage. Vous avez 4 heures, ce qui voudrait dire c'est que ce qui est important pour nous, c'est pas les événements qu'on va vivre, parce qu'on n'a pas le contrôle sur ces événements-là. C'est comment on va réagir à ces événements-là. Je prends un exemple concret. Je reprends encore une fois l'infidélité. Une personne a été très infidèle avec vous. Une personne vous a fait énormément souffrir. Une personne a eu une réaction qu'il ne fallait pas, en dehors de vos valeurs morales, avec vous. Vous êtes impacté. Vous allez ressentir une émotion. Cette émotion-là, vous allez l'entretenir et vous allez vous détruire à cause de cette émotion. Nous, ce qu'on vous dit, et ce que les stoïciens disent, c'est que vous ne pouvez pas contrôler ce que la personne va faire. Par contre, vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez contrôler le jugement que vous allez avoir de cette situation-là. C'est-à-dire que peut-être que si vous vous détachez de l'infidélité, eh ben, vous allez avoir plus de facilité à l'accepter. Vous allez avoir plus de facilité, en fait, à ne pas être impacté par l'infidélité. Parce que peut-être qu'au fond de vous et au fond de nous, on a tous une part, on va dire, dualiste, qui dit que on est contre, les valeurs morales sont contre l'infidélité, parce que peut-être qu'il y a une part à l'intérieur de nous qui, elle, est pour l'infidélité. Voilà. Même si c'est à l'encontre de nos valeurs morales,
on est dans un monde dualiste, hein. Donc il peut très bien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Donc il faut réussir à se détacher de ce qui se passe à l'extérieur de nous et se concentrer plutôt sur ce qui se passe dans notre esprit, ce qu'on va pouvoir contrôler, comment faire pour se sentir mieux face à ce genre de situation-là. Réussir à se sentir mieux, ça serait réussir à enlever les opinions qu'on a, se détacher un petit peu de ce qui peut éventuellement arriver, d'être prêt à ça. Et plus on est prêt, ben, plus on est facile. C'est facile en fait pour nous de s'en détacher. Par exemple, si tu vas jouer au casino et que quand tu vas jouer au casino, tu as joué par exemple 100 € au casino. Bon, très bien. Si tu gagnes, tu vas être super content parce que tu t'y attendais pas. Bon, si tu perds, tu vas pas te mettre à pleurer, tu vas pas te mettre à crier, tout simplement parce que tu t'y attendais. Enfin, tu savais que tu allais perdre. Tu savais qu'il n'y a pas beaucoup de chance que tu gagnes en soi. Mais du coup, c'est exactement la même chose avec l'infidélité. Si tu t'attends en fait à que la personne se calque à tes propres valeurs morales, si un jour c'est amené à arriver, ce que je vous le souhaite pas évidemment, c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est que c'est là et qu'il faut en faire quelque chose. Et que sinon on est trop impacté par ça, bah derrière ça peut nous détruire dans le temps. Donc évidemment il y a tout un rapport avec les traumatismes qu'on a vécu dans notre vie et tout ça, mais c'est quand même important de réussir à se détacher de ça. C'est un travail qui est long, qui est dur, que moi-même je fais, pas pour l'infidélité, mais pour plein d'autres travails différents. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile quoi. Donc je comprends. Il y a Soso qui vient d'arriver, écoutez bien. Tu suis le chat. Le chat qui miaule. C'est moi qui suis le chat. Dis bonjour. Un bisou. Voilà. Le chat de la maison. Qui suis le chat. Quoi? Soso, elle se prend pour un chat, elle fait que miauler. Depuis que je la connais, elle fait que miauler. Dites-vous, la première chose, quand je l'ai rencontrée, je l'ai tatouée. Il lui a tatoué miaou. C'est un chat, elle passe ses journées. Je pense qu'elle a dû naître dans un corps de chat. Je crois que c'est un esprit de chat dans un corps d'humain. Mais elle a forcément dû avoir une vie de chat à un moment donné. Mais tu sais, pas les chats égyptiens, hein, pas les chats égyptiens stylés. Elle, c'était plutôt, tu vois, les gros chats avec des poils. Ah, le chat! Toi, t'as une vie de bouse. On a acheté les calendriers de l'Avent. Hein, Soso? T'as eu quoi dedans, toi? Chocobo. Ça t'aimes bien les chocobons, Oui, toi. on en a déjà un paquet dans le placard. On a déjà plein des chocobons. On pourrait faire un calendrier d'avant-accouchement avec genre des couches. Tous les jours, une couche différente. Hein? Il y a des marques qui font ça. Une crème pour les fesses, des trucs comme ça. Mais si, t'as des marques qui font des trucs comme ça. Ah ouais? Oui, qui font des calendriers. Genre Sephora, ils font ça avec du make-up. Ah ouais. Chaque jour, Voilà. t'as un petit truc, un échantillon de quelque chose. Ça, c'est stylé, hein? Grave. Ouais. Après, c'est pas des calendriers de l'avant à 15 balles, quoi. Ouais, voilà. C'est des calendriers de l'avant À 350, quoi. que t'économises pendant un an pour l'utiliser, quoi. C'est des calendriers de l'après, quoi. Ça devient un cadeau de Noël, quoi. Bon, les amis, nous, on y va. Comment c'est? On va voir la sage-femme. Et ce soir, elle me disait justement qu'elle pensait peut-être à filmer l'accouchement. Parce que vu qu'on fait un accouchement à domicile, alors je dis on, mais c'est pas moi qui accouche. C'est elle qui accouche, voilà. Mais on vous expliquera après le rendez-vous chez la... Soso d'ailleurs vous expliquera après le rendez-vous chez la coiffeuse, j'allais dire. Des fois je dis vraiment n'importe quoi. Chez la femme sage. Comment ça va se passer. Et comme ça vous allez pouvoir nous dire en commentaire si ça vous dit ou pas. Ouais, carrément, je prends le dos. Qu'on filme l'accouchement. Alors pas tout l'accouchement, mais en tout cas une partie de l'accouchement, quoi. Bon allez, let's go. Allez. Bon alors retour sur le cours de la sage-femme. C'était le dernier cours, c'était trop cool, on a parlé du postpartum. Et non franchement c'était trop intéressant, c'était trop cool. On a fait, ouais, pour se préparer pour bébé, savoir comment ça va se passer en fait au final. Hein. Ouais, on a eu, je crois en tout on a eu 6 cours. Donc dans l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'on a eu avant la naissance, pendant la naissance ce qui se passait. On a eu aussi comment nourrir bébé, allaitement, pas allaitement. Franchement, on est passé un peu par tous les sujets. Hein. Ouais. Tout ce qui nous préoccupait finalement, entre guillemets, a été vu. Puis là, c'était vraiment plus le postpartum, une fois que bébé est là. Comment on gère, qu'est-ce qu'on fait.
comment on s'organise, etc. Le rôle du papa aussi. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'au final, on voit que nous, les papas, on a quand même une sacrée responsabilité, dans le sens où ils nous infantilisent pas du tout, bien au contraire. Ils font en sorte que ça, bah voilà, ça soit bien pour nous, quoi, qu'on soit vraiment intégré dans la famille. Parce qu'au final, les papas sont toujours mis de côté. C'est vrai. Et déjà, nos convictions pour lesquelles on a décidé de faire l'accouchement à domicile, surtout toi, parce que c'est une question qui risque de revenir aussi, comment tu pourrais définir tes convictions par rapport à ça? En fait, ça a été un choix qui n'est pas venu tout de suite parce qu'au final, quand je suis tombée enceinte au tout début, on était sur Bali et on s'est directement dit on va retourner en France. Et en fait, on a eu une première écho donc dans un hôpital qui s'est malheureusement pas très bien passé. Donc déjà, je pense que ça a mis un premier froid malheureusement avec le monde médical. Alors bien sûr, je peux pas généraliser. Je dis pas que voilà, c'est comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais partout. Mais moi, j'avais déjà un peu d'a priori. Je suis pas hyper à l'aise dans les hôpitaux pas à titre perso parce que j'ai jamais été trop opérée ou quoi. Mais par contre, j'ai beaucoup vu le monde des hôpitaux de par ma mère. Enfin moi notamment, c'est plus ça, je pense j'aime pas trop ce monde-là. Et puis en fait, voilà, je sais pas, concours de circonstances, on me conseille cette sage-femme sur les réseaux d'ailleurs. On me dit tu devrais aller la voir, etc. Moi, j'osais pas, donc Chris me pousse à y aller. Et j'osais pas parce qu'on était déjà rattachés à une autre sage-femme et je me sentais un peu comme redevable envers l'autre, alors qu'en fait non. Et au final, premier contact qui passe super bien. Elle nous parle de l'accouchement à domicile, etc. On n'y avait pas vraiment pensé. Enfin, on savait qu'il y avait l'option, mais je pense qu'on nous l'avait jamais vraiment vendu comme ça. Et puis, quand on n'est pas au courant, effectivement, ça peut faire peur. Mais en fait, quand on sait vraiment les tenants et les aboutissants d'un accouchement à domicile, c'est pas un accouchement dans les années 50. Enfin, on est quand même bien plus avancé maintenant qu'avant, en fait. Donc, souvent, quand on parle d'accouchement à domicile, on a l'impression qu'on accouche, qu'on n'est que deux, que c'est la panique, que s'il y a un problème... on va tous mourir, mais ça se passe pas comme ça. Il y a une sage-femme qui est avec nous. Je pourrais vous en parler bien plus, mais voilà, la sage-femme, elle va être avec nous quasiment de A à Z, sauf au tout début des contractions où elle a dit que, et ça, je trouve ça assez respectable, qu'elle laisse quand même les parents entre eux, au lieu de se précipiter, parce qu'il y a quand même des moments à vivre à deux aussi. Et il n'y a pas tout ce monde médical, c'est-à-dire qu'elle est vraiment là, autour. Alors nous, en plus, on a choisi dans la piscine, pour le coup. Donc du coup on aura une piscine gonflable dans le salon et elle reste vraiment là en fait avec nous, mais c'est pas elle qui va accueillir le bébé, c'est Chris qui va toucher et avoir le regard du bébé en fait, ce premier regard, au lieu que ce soit le regard qui est directement fixé sur la sage-femme. En fait il y a des petites choses comme ça auxquelles on pense pas et qui sont pourtant très 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 importantes, surtout d'un point de vue hormonal. Bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a cette fameuse hormone de l'ocytocine en fait qui est sécrétée pendant les contractions. C'est ce qui provoque aussi les contractions. Et puis davantage quand le bébé naît. Et en fait, c'est hyper important qu'à ce moment-là, Chris et moi et le bébé, on soit ensemble et sans que personne, entre guillemets, n'intervienne. Alors bien sûr, s'il y a un problème, on peut toujours faire un transfert parce qu'il y aura peut-être des questions comme ça. Et s'il y a un souci avec le bébé, on est quand même inscrit dans une maternité, il y a un transfert. Et puis voilà, il faut savoir que la sage-femme, elle n'arrive pas juste avec un couteau. Elle a quand même une bouteille d'oxygène, elle a tout un tas de choses. Il y a un vrai suivi, c'est pas uniquement... une décision prise à la légère, pas du tout, ça a été vraiment réfléchi, et une approche aussi qui est très spirituelle dans le sens où il peut y avoir des chants chamaniques, il peut y avoir du tambour, c'est un truc qu'on voulait nous aussi, qui nous rappelle ce que nous on aime et ce qu'on est, donc c'était important de pouvoir faire un accouchement comme plutôt un rituel, comme une belle arrivée dans ce monde pour ce bébé, plutôt que de le faire de manière, on va dire, beaucoup plus... traditionnel dans le sens où... Puis nos choix sont écoutés aussi par rapport aux hôpitaux. Alors pas tous, encore une fois, je sais que maintenant il y a des hôpitaux qui écoutent davantage, mais notamment pour la femme, la position dans laquelle on accouche, il n'y a rien de naturel à accoucher avec les pieds dans les étriers, malheureusement. Voilà. Et là, pour le coup, on choisit en fait la position dans laquelle on a envie d'accoucher. Souvent, c'est très animal, l'instinct revient, donc c'est à quatre pattes, c'est sur les genoux, c'est voilà. Donc ça, c'est bête, mais moi, ça y joue beaucoup parce que dans mon projet déjà d'accouchement, j'avais envie d'être entendue par rapport à ça. Et puis ouais, en fait, c'est toute une histoire de choix. On va être à la maison, donc ce qui est chouette, c'est qu'on n'aura pas besoin de bouger de la maison, de passer
4 jours dans une maternité où le papa il dort dans dans un petit fauteuil à côté pas très confortable. Enfin, c'est bête, mais il y a un côté aussi confort qu'on va être content, je pense, de trouver à ce moment-là. Moi, je serai KO, on sera à la maison. Enfin, il y a un côté beaucoup plus, j'ai envie de dire, convivial, même pour le bébé. Et d'ailleurs, c'est assez bluffant, mais notre sage-femme nous a montré des photos de bébés à quelques heures, à 2 heures de vie. On dirait que le bébé a 2 jours tellement il a l'air détendu. Parce que je pense que vous avez déjà vu un bébé, un nouveau-né. Bon, souvent, en tant que parent, on n'est pas objectif, on le trouve magnifique, mais c'est vrai que le bébé, souvent, il est un peu plissé, etc. S'il y a des forceps qui ont été utilisés, il peut même avoir la tête un peu modifiée. Bon, voilà, ça arrive. Ça le rend pas moche pour autant, mais bon, c'est ça, c'est comme ça. Mais là, je sais pas. En tout cas, moi, je suis complètement convaincue de ça. Ouais. Moi, de toute façon, on était complètement alignés avec cet accouchement. On était complètement alignés avec le fait de vouloir le faire beaucoup plus de manière cérémoniale, de vraiment créer... se rappeler toute notre vie, même si je pense qu'on se rappelle toute notre vie d'un accouchement. On dit pas que c'est pas bien de le faire à l'hôpital, bien loin de là. C'est juste que nous, dans nos convictions personnelles, on trouvait ça plus intéressant de le faire à la maison, quelque chose de plus, c'est ça. En plus fait, moi, je en veux lien pas, avec nous, quoi. Je veux pas que cette vidéo soit mal interprétée dans le sens où il y a aucun jugement. Moi, je respecte tous les choix de tout le monde. S'il y a des femmes qui se sentent plus d'accoucher à l'hôpital, mais c'est complètement respectable aussi. Pareil, parce que du coup, la question se pose, qui dit accouchement à domicile, je n'aurai pas de péridurale, c'est aussi un choix. Alors, je sais qu'on a essayé de projeter pas mal de fois les peurs des gens sur moi, entre guillemets, genre waouh, mais t'es une folle, etc. Oui, je sais, du moins je peux imaginer, j'essaye en tout cas d'imaginer, oui, à quel point ça va être douloureux, mais ça c'est pareil, c'est aussi un choix. Et moi je respecte tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une femme qui est plus forte qu'une autre parce qu'elle aura pris la péridurale, c'est pas une compétition, parce qu'on voit un peu ça aussi, et je veux pas donner cette image-là, c'est pas une compétition, c'est vraiment fait en fonction de vous. Moi, j'ai pas envie de la prendre. Parce que dans mes convictions, j'ai pas envie en fait, tout simplement. J'ai envie de vivre mon accouchement de façon naturelle, de bizarrement, oui, sentir mon bébé passer, de ne pas être endormie, mais c'est un choix. Mais voilà, juste petit disclaimer, chaque choix est respectable si vous avez accouché ou si vous comptez accoucher dans une maternité avec la péri. Grand bien vous fasse parce que vous savez le mieux, en fait, vous savez ce qui est le mieux pour vous et pour votre bébé au final. Donc, c'est ça. Dans tous les cas, je pense que les mamans sont les meilleures personnes pour savoir ce qui est bon pour leur bébé. C'est ce que la sage-femme ne fait que nous répéter aussi. Et je trouve ça trop cool. Ouais. Donc voilà, par rapport à ce petit point-là à éclaircir, je pense que Zozo, tu pourras aussi faire une vidéo pour raconter ton expérience, l'accouchement à domicile, ça peut être cool. Oui, de toute façon, je pense que... On en parlera de toute façon sur les réseaux. Il y aura certainement même des questions. N'hésitez pas déjà à poser des questions dans la barre de commentaires si vous en avez déjà par rapport à ça. Et moi, ça me permettra à la limite de vous faire une FAQ là-dessus un peu plus poussée. Ouais, carrément, n'hésitez pas. En tout cas, voilà. On fait quoi maintenant ? C'est quoi on va aller manger ? Là, on rentre, on mange et après, moi, j'ai un cours de piscine. Cours de piscine et moi, je vais aller marcher. Je vais me faire une petite balade, une petite sortie. Tranquille. J'ai un petit vieux, quoi. Faut maigrir, je pèse 90 kg, je ressemble à Gérard Depardieu, sauf le nez. Sinon... Mais voilà, on rentre. Tout le monde va bien. Marcus est en grande forme. Voilà. Marcus n'a jamais été aussi resplendissant qu'aujourd'hui. Comme je l'ai dit ce matin, je vais devoir faire un truc super cool, c'est faire à manger. Voilà, il y a des trucs sur lesquels je suis fort. Dans les relations de couple, franchement, hein, je te donne de l'amour, je te donne de l'attention. Ça va, je suis pas trop mauvais là-dessus. Par contre, tâches ménagères, je suis une sombre merde. Voilà, clairement, je suis à chier. Voilà. La lave-vaisselle, le linge, la bouffe et tout. Voilà. C'est pas... Pour moi, c'est une perte de temps en fait. Et puis, ça me... Ouais, je sais pas, je suis mauvais. Voilà. Un commentaire là-dessus ? Non, une confirmation plutôt. Une confirmation, mon capitaine. Voilà. Bon, on va faire à manger. Faritas aujourd'hui. Je fais des petites choses. Mais contente ? Faritas ? Oui. Contente ? Oui, moi j'ai repris 1 kilo. Vous voyez là, exemple typique de ce qu'il faut pas faire. J'ai commencé à travailler, j'ai avancé, j'ai fait des trucs. Tout d'un coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé mon téléphone, et j'ai scrollé pendant 1 heure. Et là, je suis dégoûté, j'ai perdu 1 heure, alors que j'aurais pu lire, alors que j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu travailler. Voilà, je me suis fait avoir. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec les réseaux sociaux. C'est que tu commences, tu scrolles, tu vois un truc qui te plaît, ça crée de la dopamine, tu deviens addict. Tu vas rechercher un truc qui va te stimuler et ainsi de suite, ça va recommencer. Franchement, c'est lourd et c'est ça que j'essaie de me sortir. C'est vraiment ça que j'essaie de sortir de moi parce que c'est infernal.
Là, j'ai perdu du temps. Voilà. Au final, il est 15 h. Il y a le match de foot qui commence dans 1 heure. J'ai envie de le regarder. Il faut que j'aille marcher. J'ai toujours pas été marcher. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va se bouger. Bon ben voilà, du coup, je vais au basket. Je vais bouger. Comme ça, je vous montre un petit peu où est-ce que je m'entraîne quand je m'entraîne. On évite de procrastiner. On y va. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, la procrastination. Intéressant. Ça me fait penser un petit peu au mythe de Sisyphe. Je sais pas si tu connais le mythe de Sisyphe. Albert Camus, mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, c'est un mec qui est sur une montagne et qui doit pousser une pierre, une énorme pierre, et la monter jusqu'en haut de la montagne. Ok. À chaque fois qu'il monte la pierre jusqu'en haut, la pierre elle redescend. Et lui, il a conscience de ça, justement, il est destiné à faire ça au final, et qui s'est battu contre les dieux. C'est pour ça qu'il a été exilé sur cette montagne, et que du coup, bon voilà, il lève la pierre jusqu'en haut, et à chaque fois qu'elle monte, elle redescend, et il refait la même chose. Et la procrastination, c'est la même chose, c'est-à-dire que à chaque fois que tu procrastines, tu le fais pas. Et ensuite, tu vas repenser, reprocrastiner, et ça va revenir. Et en fait, quand tu vas le faire, tu seras pas comblé, et ça va revenir la procrastination. La procrastination, en fait, c'est un petit peu comme le mythe de Sisyphe. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours répétitif. Ça revient et ça revient et ça revient. C'est pour ça que j'évite de procrastiner un maximum et de le faire directement. Parce que sinon, si je rentre dans ce cycle-là, je sais que pour tout, je vais procrastiner. Et du coup, je m'en sors plus. Sincèrement, je m'en sors plus du tout. Voilà. Je pensais à un truc, j'arrive là, tu vois, je suis dans la forêt. Je pensais à un truc par rapport à l'ego. Et c'est vrai que l'ego, là où il est encore plus envoyé, où c'est encore plus dur de le gérer, c'est quand tu es face à de la critique, quand tu es face à des gens qui te poussent à de la haine et qui te poussent à ressentir la même chose que eux ressentent quand ils te disent cette critique-là. C'est ça qui est difficile. C'est que lorsque tu as affaire à quelqu'un et que ce qu'il te dit t'impacte, c'est parce que l'émotion avec laquelle il te l'a dite, il te la transcrit, il te la donne en fait. Il t'en fait un cadeau. Et c'est là que c'est très difficile de gérer et qu'il faut garder son sang-froid. Et c'est là que les stoïciens justement le disent très très bien. Hein. Et si on se prépare à l'avance à ça, hein, Marc Aurèle disait « Lève-toi tous les jours et dis-toi que tu vas rencontrer un ingrat, un égoïste, un méchant, quelqu'un qui va te critiquer ou autre. » Ça te permet de te préparer à ça et de savoir que si tu ne les croises pas, au final, ce sera plus bizarre que si tu les croises. Ça te permet de te sentir mieux et de pouvoir anticiper de ce genre de situation-là. Mais une chose est sûre, c'est que face à la vie, l'ego, il va nous challenger, il va nous mettre dans des situations difficiles, il va nous pousser dans nos retranchements. Et au final, garder son sang-froid, c'est l'inverse d'avoir de l'ego. C'est justement baisser son ego et dire ok, j'accepte ce qu'il en est et pas besoin de me rebeller parce que je perdrai l'énergie pour rien. Au final, c'est un peu ça quoi. D'ailleurs, je viens d'arriver. Vous voyez, terrain de basket, des plus basiques. Voilà. Hein. Je vous rappelle que j'habite à côté du bassin d'Arcachon, sur le bassin d'Arcachon. La Thèse de Buch s'appelle. Donc on n'est pas sur un terrain de NBA quoi. On est sur un terrain low cost quoi. Allez, regarde, si tu regardes la planche du truc, elle est pas très grande. Voilà. C'est pas immense, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Ah, fin de séance, incroyable, ça fait du bien. Le basket, vraiment, waouh, ça me fait trop du bien. Je suis pas un grand joueur, mais c'est vrai que j'aurais aimé être un bon joueur de basket, enfin un grand joueur de basket en soi. Sauf que voilà, je fais 1m80, je suis peut-être pas... voilà. Tu vois ce genre de trucs là, qui me diront ouais, t'aurais pu être un grand joueur, mais en même temps, t'en es pas un parce que, voilà, t'as pas le niveau ou autre quoi. T'as pas été dans les universités, t'as pas fait depuis tout petit, t'as pas été bercé dedans, t'as pas appris avec un coach ou autre. Et bah figure-toi que tout ce genre de croyances là qu'on se met en fait, et que je me mets aussi, hein, faut pas croire, et en fait ça nous détruit plus qu'autre chose parce que c'est pas parce que j'ai pas été à l'université, que j'ai pas été faire du basket depuis tout petit que je peux pas être bon. Que je peux pas être bon dans ce que je fais parce que j'aime ce que je fais. Par exemple, tu vois, imaginons quelqu'un qui a fait des études en médecine très poussées, très poussées, des années d'études, plus de 10-15 ans, doctorat, tout ce qui va avec,
mais que cette personne-là, elle a jamais pratiqué. Elle a jamais pratiqué quoi. Est-ce que ça voudrait dire que ce serait un bon médecin, un bon docteur? Eh ben je sais pas. Parce qu'au final, cette personne-là, elle n'aura fait que de la théorie. Elle n'aura jamais fait réellement de pratique. Elle n'aura jamais travaillé pour elle, pour avoir sa clientèle, pour vraiment accompagner des gens des années. Non, elle n'a pas eu cette expérience-là, parce qu'elle a fait des années d'études. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'elle serait plus compétente que par exemple un naturopathe? C'est carrément différent, ça n'a rien à voir. Mais qu'une autre personne dans un autre domaine qui, lui, n'a fait qu'exercer bien plus que de la théorie. Et qui est passionné par ça. Figure-toi que c'est un petit peu ce que je vis au niveau de la psychologie, philosophie, tout ce qui en est. C'est-à-dire que, comme vous le savez, moi je suis thérapeute, j'aime pas me définir à quelque chose. J'ai accompagné beaucoup de monde. Et j'ai reçu beaucoup de critiques, comme je vous dis tout à l'heure, par rapport au diplôme, comme quoi j'ai pas de master, doctorat, doctorat en philo, doctorat en psychanalyste ou autre, peu importe. Et du coup, ça fait de moi quelqu'un de pas profond. Et au final, c'est ce que je me disais, c'est la réflexion que j'ai eue, c'est que si ces personnes-là ont passé que des années à apprendre, est-ce qu'ils sont compétents aujourd'hui? Est-ce qu'honnêtement, on peut dire que une personne qui a fait que des études est réellement forte dans ce qu'elle fait? On ne sait pas parce qu'au final, elle l'a jamais fait. On ne peut pas avoir de jugement sur ça. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un non plus qui lui a fait beaucoup moins d'études, mais qui a traversé beaucoup plus de choses, expérimenté beaucoup plus de choses, qu'il n'est pas apte parce qu'il a été face à l'échec. Il a été face à l'apprentissage, il a été face à ce que la vie donnait, à l'expérience qu'il t'a donnée. Chaque expérience est naturelle chez chaque personne et unique chez chaque personne. Il n'y a pas des expériences qui vont se ressembler, qui vont être similaires, mais jamais identiques. Donc on ne peut pas réellement juger quelqu'un sans savoir réellement ce qu'il est ou ce qu'il a vécu. Et c'est tout ce travail-là au niveau de l'ego. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me mettre un nom sur ce que je suis, un nom sur ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Parce qu'au final, ça serait juste de dire que je suis ça. Est-ce que ça représente réellement ce que je suis réellement? Pas du tout. Tu vois? Tous ces questionnements-là qui viennent travailler sur mon ego. Voilà. Un jour, je serai le meilleur basketteur. Un jour, je serai le meilleur psychologue. Un jour, je serai le meilleur telle chose. Je serai le meilleur nageur, le meilleur truc. Pourquoi? Quel intérêt? À part ton ego avec ton ego. Ça, c'est pas mal la réflexion. À vraiment réfléchir et rentrer dans de l'humilité concrète. C'est trop important l'humilité. Trop important l'humilité. Tout à l'heure je vous parlais de désir épicurien, vous savez, des pulsions. Bon ben voilà, là par exemple, l'exemple typique, c'est que là je suis en train de regarder le drop. Il y a un drop de Cruel Pancake, c'est la marque d'Hugo Philippe et Caroline Receveur. On a déjà acheté sur leur marque. Et en gros ils font des drops. Et là du coup ce qui se passe c'est que je vais succomber à la tentation et je vais clairement leur acheter des trucs sur sur ça, tout simplement parce que là ça me fait plaisir. Ils font 2 drops dans l'année et du coup là je me fais plaisir, je me fais un peu tout le temps plaisir à vrai dire. Et ce soir il vient de me dire un truc intéressant, il me dit que moi je suis dans l'effet Diderot. Est-ce que vous connaissez l'effet Diderot par exemple? C'est quoi l'effet Diderot? L'effet Diderot, c'est le fait de... Alors, je sais pas si je vais bien l'expliquer, mais en gros, quand tu commences à acheter une nouvelle chose, t'as envie de tout changer. Genre, si par exemple, t'achètes un vêtement, bah ça y est, tu veux changer toute ta garde-robe. Si t'achètes un meuble, tu veux changer tout dans ta maison. En gros, c'est un effet de surconsommation. C'est ça qu'on appelle l'effet Diderot. C'est un terme marketing, mais ça s'appelle l'effet Diderot. Voilà. Et moi, je suis dans l'effet Diderot en ce moment. Et toi, t'es un peu dans l'effet Diderot, parce que du coup, t'as envie de tout changer. Mais ça, t'es pas dans la surconsommation, mais... Je suis pas dans la surconsommation. C'est pas dans le total effet Diderot. Voilà, je suis dans le Dideroné quoi. Je suis dans... C'est Didou, c'est l'effet Didou moi. Voilà, donc craquage. Mais oui, Diderot. Il devait y avoir un craquage. Le Didou. Ah non. C'est une sale tête en plus, franchement. Là, aujourd'hui, t'as filmé, mais vraiment sale tête. Je me suis pas préparée, je sors de la piscine et tout. Y'a rien qui va. Les amis, on attendait l'appel. J'attendais l'appel pour l'association, pour le projet qu'on a. Un gros projet caritatif. Et au final, il a été décalé. Donc, on va arrêter le vlog aujourd'hui. C'était cool. Oui. Je suis fatiguée. Fatigué, mon chat. Voilà, moi je suis devant le foot. Je suis pas un grand footeux, mais là, il y a le tir au penalty des Marocains. Voilà. C'est tout. Voilà. J'ai craqué, on a dépensé des sous. J'ai fait ma pulsion. Et puis voilà, tout le monde est content. Bon, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter. Si ce genre de format vidéo vous plaît, si vous avez envie d'en avoir d'autres, si vous avez envie qu'on parle de certains sujets ou autres, n'hésitez pas à partager avec nous. Au contraire, on est très ouverts. Voilà. Un dernier mot pour la fin, le chat?
Au revoir.